Avant de plonger dans l'épisode, laissez-moi vous parler de Upmeet.ai. On connaît tous ces moments où après une réunion, on se dit mais qu'est-ce qu'on avait décidé déjà ? Eh bien, avec Upmeet.ai, c'est fini. Que vous soyez in real life ou en ligne, sur Google Meet, Zoom ou Teams, Upmeet vous fait un compte-rendu super précis de toutes vos réunions. J'ai essayé plein de solutions américaines, mais ça marche jamais en français. Upmeet, lui, fonctionne dans plus de 30 langues. J'ai fait le test et les résultats sont bluffants. Il y a un système de prompt que j'adore, où on peut même chatter avec le bot pour savoir ce qui s'est passé lors d'une réunion ou lui demander de personnaliser un compte-rendu. En plus, c'est une techno française, donc vos données sont hébergées en toute sécurité dans l'Union européenne. Et par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors n'attendez plus, adoptez Upmeet et ne laissez plus jamais une réunion vous échapper. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante qui pique aux yeux et aux oreilles. Nous vivons une période de paradoxes fascinants dans la tech. D'un côté, l'émergence d'un nouveau modèle, des startups agiles qui génèrent des revenus impressionnants avec des équipes réduites et qui du coup ont besoin de moins de cash. L'IA qui transforme tout, du code au support client en passant par le marketing et l'analyse des données. Et à l'opposé du spectre, on a OpenAI qui cherche à nouveau à lever 40 milliards de dollars, dont 30 milliards auprès de SoftBank, pour construire ses propres infrastructures et surtout s'affranchir de sa dépendance à Microsoft. Au cœur de cette révolution, les développeurs, l'IA va-t-elle tuer leur métier ou les rendre plus indispensables que jamais ? Les promesses du code généré par IA sortent déjà à certaines réalités, maintenance impossible, des juniors développeurs qui ne progressent plus, moins d'emplois, plus d'IA et des investisseurs qui se demandent à quoi ils vont servir. La tech est en ébullition et on va tout décrypter cette semaine dans Silicon Carnet. J'ai rien compris. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, Angie Ismail, l'accélérationniste de Mar-a-Lago, en direct de Miami. Kevin Smoots, toujours en direct de Nantes, c'est le petit beurre nantais. Et Mehdi Medjaoui qui nous appelle de Paris. Salut les gars, comment ça va ? Au top. Super. Au top. Tout va bien. Et les gars, avant qu'on commence cette émission, est-ce que vous avez regardé le clip du PDG de Palantir, Alex Karp, qui... non mais vraiment, on est en train de péter un plomb dans la Silicon Valley. je ne sais pas où on va, mais on y va. Il a dit qu'il voulait pulvériser de l'urine contenant du fentanyl sur les analystes qui disent du mal de Palantir. Je vous propose d'écouter son clip. Écoutez-le, vous allez voir. Ça vaut son pesant de cacahuètes. On l'écoute. C'est Alex Karp, donc le CEO de Palantir. You need a higher purpose, and I also think you often need a lower purpose. Like the higher purpose for me... What's a lower purpose? Well, I love the idea of getting a drone and having light fentanyl-laced urine spraying on analysts who tried to screw us. So that's my lower purpose. And, yeah, and others. But the higher purpose for me was to get this nation to be the preeminent power in the world. Because whatever faults we have, they're nothing like anyone else's. En gros, le mec, il explique que, dans la Silicon Valley, il y a toujours le purpose. On parle toujours de ça, quoi. C'est vraiment ton big, hairy, audacious goal, quoi. En gros, you want to make the world a better place. Mais il y a aussi le lower purpose. Donc, en gros, c'est si tu dois taper en dessous de la ceinture, où est-ce que tu tapes? Et là, le mec, il explique il veut pisser sur les analystes. Tout est permis. Et alors, je sais pas. Est-ce que c'est quoi ça? C'est une mode à la Musk? C'est quoi? C'est le go fuck yourself. C'est voilà tout. Maintenant, pour être cool dans la Silicon Valley, faut insulter tout le monde, c'est ça? Je crois. Ouais, c'est la coque qui sort. Ouais, c'est la coque en Musk qui se foutait de la gueule de la SEC, quand il s'était fait appeler Technogeek et son CFO Master of Coin parce que en mode officiel. Pour que dans les communiqués de presse, il l'appeler Technogeek et Master of Coin. Enfin, il s'est toujours foutu de la gueule des autorités, des corps intermédiaires, et je pense que ils ont lâché la bête, quoi. Libération de la parole.
Ouais, c'est Trump. Hein. De toute façon, on voit beaucoup de CEO qui, c'est le patron de Diamond là. Oui, de JP Morgan. JP Morgan, ouais. Qui dit, tu sais, qui parle des zooms, que you're all fuckers, ouais. You don't pay attention. Ouais. Et qui disait tout le monde de retourner au bureau, quoi. Exactement. Et peut-être c'est des choses que les CEO et les dirigeants, même, tu vois, les gouverneurs, ont gardé parce que pendant 4 ans, t'avais avec Biden un côté, il fallait faire du soft power, il fallait toujours enrober ton message, voilà, dans du politiquement correct. Et puis là, maintenant, c'est la foire à tout ce que tu veux, et donc ce genre de propos. Ouais, fentanyl, urine via hélicoptère, via drone, pardon. Ouais, c'est des drones. Hein. Il veut prendre des drones et puis il veut asperger les analystes avec des drones. Bon, moi, je me suis dit que si je vais faire la même chose, c'est-à-dire que si vous laissez un commentaire négatif sur Silicon Carnet, je vais asperger aussi, je vais vous asperger d'urine de raton laveur, puisqu'il y en a plein à San Francisco. Donc vous êtes prévenus, quoi. Maintenant, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, abonnez-vous à la chaîne de Silicon Carnet si vous ne voulez pas être aspergé d'urine. Non, mais j'avais dit dans un précédent podcast que plus de 60% des gens qui regardent les émissions sont pas des abonnés, et depuis, le chiffre a changé. On est à 50. Pratiquement 52%. Donc comme quoi vous l'avez fait. Merci de le faire. Ça coûte rien. Très honnêtement pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça nous aide énormément dans l'algorithme de YouTube. Donc abonnez-vous, cliquez sur abonnez-vous. Et pareil, si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles. Et puis pensez à rejoindre la Hacienda. C'est notre communauté où on discute, on fait des événements aussi dans la vraie vie avec tous les auditeurs de Silicon Carnet et les fans de Silicon Carnet. Donc n'hésitez pas à rejoindre la Hacienda. Merci en tout cas de votre soutien, c'est absolument génial. On a besoin de ce soutien pour faire continuer à faire vivre ce channel de Silicon Carnet. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, dans Qui veut du travail, avec notre partenaire Digital Selection, on vous propose une mission pour les passionnés de technologie et d'intelligence artificielle. Ça se passe chez Spirol. Spirol, c'est la startup qui transforme la seconde main en business. Grâce à leur plateforme technologique, les marques et les distributeurs peuvent revendre les produits de leurs clients et leurs invendus sur des plateformes comme Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace et bien d'autres plateformes. Bon, le marché du C2C, comme on l'appelle, ça pèse déjà 230 milliards de dollars et Spirol veut aller encore plus loin. Et pour accélérer, ils recherchent des ingénieurs en intelligence artificielle et des développeurs full stack prêts à bâtir l'avenir de la revente automatisée. Alors j'ai mis plus d'infos sur ces jobs dans le descriptif de cet épisode et je vous propose de revenir maintenant à Silicon Carnet. Go yourself. Le sujet de la semaine, et c'est vous un petit peu qui l'avez amené à en discuter ensemble cette semaine, et vous m'avez dit il faut absolument qu'on parle de ce code, de cette IA qui est en train de changer radicalement la façon qu'on a de coder. Et c'est vrai que on a l'impression d'un essor fulgurant de l'IA générative, notamment du côté des développeurs. Et moi, j'avais envie de vous poser cette question-là. C'est pourquoi est-ce que vous avez peur de quoi? Vous avez peur vraiment qu'il y ait une sorte de remplacement et que l'IA devienne plus efficace que certains développeurs? Vous êtes vous-même développeur pour certains, quoi? Non, mais le sujet là, c'est, je pense qu'on a un vrai souci de où est-ce qu'on place le dialogue, parce qu'on est sur le dialogue en disant non, l'IA va pas vous remplacer, ou à l'inverse, on est sur le truc complètement opposé qui dit si l'IA va tout remplacer, et demain il y aura même plus de développeurs, ça servira à rien, faut que vous alliez planter des carottes, quoi, ça sera mieux. Et c'était un peu le côté coup de gueule. Bon, si on dépasse ce schéma-là, qu'est-ce qu'on peut aller trouver de plus intéressant dans la discussion? Et la discussion, c'est où est-ce que quel est le rôle en fait de l'ingénieur demain s'il y a des outils qui génèrent du code automatiquement tout le temps, quoi. Alors attends, juste avant qu'on commence là-dedans, est-ce que quelqu'un peut expliquer, peut-être pour les gens qui nous écoutent et on parle beaucoup de no-code, de low-code et aussi de AI generated code. Donc c'est quoi la différence entre ces trois trucs-là? Qui peut expliquer la différence entre ces trois notions? Ouais, en fait, le no-code, ça reste du code, mais qui a été fait par d'autres,
et qui a été packagé pour que des gens qui ne savent pas coder puissent assembler des briques ou les faire fonctionner les unes après les autres. Ça peut être du drag and drop, donc on fait glisser-déposer, puis on fait en sorte qu'une fonction s'ajoute à une autre fonction, qui s'ajoute à une autre fonction, et on a un workflow complet qui peut aller vers une app. Les trucs connus, c'est if this then that, IFTTT pour ceux qui se souviennent, ou ça peut être Zapier aussi, Zapier, donc on connecte un CRM avec un emailing pour automatiser des actions. Ou même WordPress, en fait. C'est-à-dire où aujourd'hui, le WordPress, c'est pratiquement devenu du no-code. C'est-à-dire on peut fabriquer son site web en faisant du drag and drop. Ça, c'est du no-code, ça. Oui, c'est ça. C'est du no-code, je veux dire, plus statique. Et t'as du no-code un peu plus, on pourrait l'appeler dynamique, où tu mélanges des apps qui se connaissaient pas, qui n'étaient pas faites pour forcément, qui n'étaient pas d'un seul bloc. Et puis, en fait, tu les fais communiquer, un Facebook, un Dropbox, un Gmail, ainsi de suite. Et tu fais des workflows assez complets. T'as le low-code. Le low-code, c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire il faut un petit peu de code ou des fonctions très simples, mais il faut quand même savoir faire un peu de code pour assembler ces briques-là. Par contre, t'as un degré de liberté très grand. Avec le no-code, t'as très peu de degré de liberté. Tu peux faire vraiment que les chemins qu'on t'a ouverts. Après, il y a que l'imagination qui est, mais t'es quand même limité quand tu veux faire du très customisé. Avec le low-code, on libère un peu la main sur le code. Dans le low-code, en fait, tu restes encore. Dans le low-code, tu gardes des degrés de liberté. C'est même donc avec un peu de code, tu es capable de faire plus. Et t'as le AI generated code qui est autre chose. C'est du code qui n'est plus non plus écrit par un humain, mais qui est écrit par un algorithme ou un LLM qui va générer du code en fonction de tout le code qu'il a appris, sur lequel il s'est entraîné, et qui va générer du code en fonction de la fonction que tu lui demandes ou du programme que tu lui demandes. Donc c'est vraiment ça, si on veut distinguer un peu les trois secteurs. Mais c'est du code partout. Et la petite blague, c'est on sait pas comment appeler un mec qui fait du no-code. Voilà, tu dis quoi? C'est un no-codeur, il y en a qui disent maker. Ah oui, mais les codeurs, les mecs qui font du code, c'est des codeurs, et les no-codeurs, c'est quoi? Voilà, bonne question. Et ça résout le même problème, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont des idées, mais n'ont pas la capacité technique ou les connaissances techniques pour créer du code et du coup mettre cette idée en réalisation. Et donc, tu as le côté dans les entreprises, les business applications, et tu as du Salesforce qui sait faire du no-code parce que tu fais du drag and drop et tu crées une page, etc. Et puis, tu as ton rapport comme il faut. Et puis, tu as à l'extrême, aujourd'hui, avec les AI, on dit, bah, tu as une idée, tu cherchais un développeur avant, bah non, pas besoin, tu vas sur Cursor et puis tu expliques ton idée, ça va te créer l'app que tu avais en tête. Donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher un co-founder technique. Voilà. Ah ouais, là, ça va très loin. Mais alors, ce qui est intéressant pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on les appelle? Moi, j'ai entendu parler d'un truc très intéressant, c'est le citizen developer. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu, on se rappelle du user generated content, c'est où n'importe qui pouvait générer du contenu et fabriquer, je sais pas, un blog, une newsletter, peu importe, ou une chaîne YouTube. Maintenant, on a le citizen developer, c'est-à-dire, en gros, j'ai pas besoin de compétences technologiques. Je suis un citoyen lambda et je deviens un développeur. Et alors, quand on regarde du coup, j'ai été penché sur les études de Gartner, mais ce marché des plateformes no-code et low-code, il était évalué à 16 milliards de dollars en 2023. Et la prédiction, c'est que, alors bon, on sait toujours, hein, les prédictions du Gartner, il faut s'en méfier, mais il parle de 187 milliards de dollars d'ici 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 5 ans. C'est absolument colossal. Angie, tu crois que, justement, entre ce no-code, low-code, qu'est-ce qui va rester à la fin, le AI-generated code? Est-ce que effectivement, il y a ce marché va être trusté par quelques plateformes et ça va représenter ces 187 milliards de dollars d'ici 2030? Ouais, moi, je crois beaucoup. Ouais, ça s'appelle text to app. Donc, en gros, tu transformes ton texte, tes idées, en application. Et en fait, si on fait un step back, on revient un peu en arrière. On se dit pourquoi on a créé tous ces langages informatiques, pourquoi on a créé toutes ces librairies, ces frameworks, etc. C'est pour transformer des idées, des applications, ou des choses qu'on avait envie de faire pour simplifier nos vies et communiquer avec les ordinateurs. Et je pense que avec les LLM, on a la possibilité de traduire ce qu'on a dans la tête en quelque chose. De prompter une application, c'est ça ce que tu dis? De prompter l'application, exactement. Et en fait, c'est le cheminement classique que tu vois dans les autres marchés. C'est-à-dire que, est-ce que il y a 15 ans, tu te disais que YouTube serait plus regardé que la télévision? Non, mais maintenant, tout le monde est un créateur. Toi, le premier, tu vois, on voit émerger des artistes, même si tu penses aux plateformes de streaming de musique. Il y a des artistes que tu découvres sur Spotify ou Apple Music que tu aurais jamais découvert à la radio avant. Eh ben, je pense que c'est le même mouvement.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des applications très puissantes grâce à des outils de plus en plus puissants. Après, on reviendra sur est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain. Il y a encore beaucoup de limites, mais je crois beaucoup à ce que tu disais, là, le citizen developer ou tu vois la citizen application, qui fait que n'importe qui est bien dans sa tête aujourd'hui, qui a des idées, peut publier une application qui va lui servir. Tu vois, ça peut être une application chez toi, tu te la fais et ça peut faire tes recettes de cuisine, ou ça peut être parce que tu es une petite startup, tu as envie de faire tes internal tools, ou tu es un gros groupe et puis en fait tu as envie d'éliminer 50% de tes salariés et là tu fais des apps internes. C'est super intéressant ce que tu dis là, NJ, parce que je fais un parallèle forcément avec la creator economy. C'est-à-dire que si je suis ta logique, on va passer de la même façon qu'on a cette creator economy, il va y avoir peut-être une developer economy et il va y avoir une multiplication du nombre de développeurs avec ces citizen développeurs. C'est-à-dire que tout le monde va être un peu indépendant en tant que développeur et en capacité à jeter sur le marché et à développer sur le marché tout un tas d'applications. Donc on va avoir une multiplication des applications disponibles pour tout et n'importe quoi, j'allais dire un petit peu. Et tu sais, moi il y a un dessin animé que j'adore, c'est Ratatouille, et dans Ratatouille il y a le chef Gusto, il dit tout le monde peut cuisiner. C'est la vérité, tout le monde peut cuisiner, mais le véritable génie n'appartient qu'aux audacieux. C'est de la pure poésie. Et je pense que tout le monde peut coder. En fait, c'est des barrières qu'on a mis en place pour finalement pas grand-chose. Et en effet, ça c'est le code informatique. Il a été mis en avant sur des gens très matheux qui font des écoles d'ingénieurs, etc. Mais au final, un vrai ingénieur, il devrait faire beaucoup plus que du code. Tu vois, le code qu'on pond aujourd'hui, que 90% des développeurs qui soient en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est, en Amérique latine, on va les chercher parce que c'est pas cher. Et tu vois, et en fait, c'est pas vraiment de la rocket science. Donc, je pense, tout le monde peut coder demain. Il y en a qui disent effectivement, non, ça va pas remplacer le développeur. C'est plutôt un assistant. T'as ça chez Salesforce, c'est leur grand. Ils essayent de rassurer tout le monde en disant non, mais on va augmenter les développeurs. Et c'est vrai. Je parlais avec quelques développeurs autour de moi ici à San Francisco. Ils m'ont tous avoué, ils m'ont tous dit non, mais moi, ça y est, je suis passé à l'IA, quoi. C'est-à-dire que effectivement, je code avec un assistant en permanence. Ça me permet de compléter mes lignes de code, ça me permet de détecter des bugs, ça me suggère des corrections. Et je gagne du temps. Et en plus, comme je suis remote, je le dis à personne, mais l'heure que je gagne tous les jours, je vais à la piscine, quoi. En gros, quoi. Je suis très content en fait de cette IA. C'est une réalité. Vous pensez que il y a un vrai gain de productivité, un effet immédiat justement sur la productivité avec ces assistants? Ouais, c'est évident. C'est le CTRL-C, CTRL-V de Stack Overflow, parce qu'avant, c'était les développeurs posent une question, tu vas tomber sur Stack Overflow, tu regardes la bonne réponse, tu fais copier-coller, tu regardes si ça compile ou si ça interprète. Là, voilà, à une autre échelle. Là, tu tombes toujours sur la bonne question. C'est un Stack Overflow direct, en fait, en temps réel, quoi. Et on n'a plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous répondre. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, qu'est-ce qu'ils deviennent Stack Overflow par rapport à ça? C'est un vrai putain de sujet, ça. Ils ont une énorme baisse de trafic, ouais. À cause de ces outils d'IA, ouais, bien sûr. Énorme, ouais. Mais ils ont fait un partenariat avec OpenAI pour se sauver, pour avoir du cash, je sais plus combien c'est, 140 millions, je crois, 60 ou 140, je sais plus, mais ils ont fait un partenariat. Ils vendent la data? Ouais, vous vendez la data, ayez les droits dessus. Ils ont fait un partenariat avec OpenAI parce qu'ils savaient que sinon ils allaient mourir. Donc c'est le dernier coup du dernier coup de collier du cheval, quoi. C'est juste, un peu de cash pour repenser et faire autre chose ou faire les choses différemment. Ça, c'est dingue. Parce qu'ils sont en train à la vitesse où vont les trucs. On se rappelle Stack Overflow, il y a 10 ans, c'était, ils étaient on top of the mountain, quoi. C'est, n'importe quel développeur te disait, GitHub, il risque de se passer exactement la même chose, mais GitHub a fait le virage bien avec Copilot. Maintenant, chez Microsoft, GitHub, c'est bien plus qu'un seul repository, quoi. Ça, c'est clair, hein. Mais pour revenir sur la productivité, en fait, pourquoi tes amis te disent ça? Et moi, j'ai le même son de cloche sur des ingénieurs
qui sont un peu plus expérimentés. C'est qu'en fait, ces ingénieurs expérimentés, déjà, c'est pas des gens qui aiment manager à la base. Tu sais, à chaque fois dans les boîtes, ils disent ah tiens, lui c'est un contributeur individuel, il faut le passer manager. Il dit ah ça me fait chier, j'ai pas envie de manager des gens, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est eux qui vont se taper toute la revue du code des juniors qui font de la merde. Ou alors la boîte elle te dit ah bah tiens, on va utiliser ce sous-traitant qui est en Inde, et en fait la qualité du code ça leur satisfait pas. Et là pour une fois ils peuvent avoir la productivité d'une équipe de 5 personnes eux-mêmes. Et c'est vrai que un très bon ingénieur augmenté par un outil comme Cursor par exemple va être 10 fois plus productif aujourd'hui. Alors ce que celui-là là-dessus c'est quand même, tu vois, tu dis 10 fois plus performant, et ça dépend, non mais ça va vraiment dépendre des tâches quoi. Ça dépend des tâches. Ça dépend des tâches. Si tu fais du net new code, il faut une nouvelle page, une nouvelle feature, etc. Tu pars de rien, les API sont clairs, tu peux aller très vite avec ça. Mais il y a énormément de seniors qui aujourd'hui travaillent sur du refactor, et justement c'est là toute la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est quand les problèmes posés à l'IA sont trop grands en contexte et en complexité de la code base, on se retrouve avec des réponses qui n'ont aucun intérêt, aucun sens pour ces développeurs. Et du coup, parce que là, tout l'intérêt d'un ingénieur, en fait, c'est justement d'aller comprendre fondamentalement ce que fait ce service, comment je le refactor, est-ce qu'il faut être splitté, quel pattern je vais appliquer pour le faire. Et une fois que j'ai fait tout ce bout-là, peut-être que l'IA va faire les 10% de génération de code à la fin pour embellir mon truc et puis me faire 2-3 feedbacks. Mais fondamentalement, le cœur du travail d'ingénieur et d'architecture, il est bien en amont, quoi. Mais un truc qui est intéressant là dans ce que tu dis, Kevin, c'est que moi je comprends. Je suis pas codeur, hein, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Tu es citizen developer. Mais je vais devenir citizen developer, hein, moi c'est voilà quoi, c'est donc vous me dites que c'est possible, je vais le faire. Je suis bien devenu créateur, donc j'ai dit à mes enfants, moi je suis ton père est youtubeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi. Ils pensaient que c'était eux qui allaient être youtubeurs. Voilà. Sur la fiche, tu sais, quand t'es à l'école. Profession du père. Ton père fait quoi? Youtubeur. Mais j'ai l'impression que les développeurs seniors, bon, comme vous dites, c'est des gens qui sont plutôt préservés et qui. Le vrai problème là, il est pour les juniors. Pas que. Moi, je pense qu'il y a des seniors qui font de la merde. Enfin, globalement, il y a des seniors qui ont de l'expérience et qui font pas des tâches intéressantes. Voilà. Il faut se remettre 4 ans en arrière là pendant Covid où t'avais les développeurs starisés, genre ouais moi j'ai pris 3 jobs, sur Reddit ils vont dire ouais je fais 1 million de total compensation parce qu'ils ont pris 3 jobs, et en fait ils s'arrangent pour aller au Zoom de l'un, faire un commit GitHub sur l'autre, et tu vois envoyer 3 mails, et ça c'est des vraies histoires. Tu vois, c'est certifié, tu vas sur Blind, tu vas sur Reddit. Il a dû avoir un mec dans son équipe qui lui est non mais tout le monde, en vrai tout le monde. Et puis et de toute façon, développeurs, designers, toutes les professions qui sont un peu comme ça dans les startups où tu peux avoir des clients en parallèle, parce que en vrai, tu vois, genre en France, 35 heures le CDI, les mecs ils sont tous auto-entrepreneurs à côté. Enfin, si tu le sais pas, si t'as une startup là, que t'écoutes Silicon Carnet, tu vas dans papers.fr, tu tapes le nom de ton développeur, il sort en auto-entrepreneur, c'est quasiment sûr. S'il a été malin, il a peut-être fait une SARL et il a mis un autre nom, tu vois, il a caché les... Non, mais c'est vrai, il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit ça, il m'a dit... en fait, j'ai découvert que mon gars, il travaillait à côté, quoi. Donc c'est un secret de polichinelle. Ouais. Non, c'est vrai. Et donc, en fait, on a starisé beaucoup de développeurs qui sont pas forcément des ingénieurs et qui se sont assis sur leur laurier, tu vois, de langage informatique un peu vieillissant, de façon de travailler vieillissante, et qui se sont dit bon bah c'est bon, de toute façon mon avenir il est scellé, je vais continuer à encaisser à droite à gauche, je fais une mission sur Upwork, je fais ci, je fais ça. Et je pense que les ingénieurs qui ont travaillé, tu vois, dans les meilleures boîtes, dans la Silicon Valley ou même à Paris, tu vois, enfin, dans des endroits où ils ont été challengés par des nouvelles générations, par des nouveaux outils, etc., ceux-là, ils vont rester, tu vois, au top. Par contre, je pense vraiment qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la vague arriver et qui, pour eux, ça va être compliqué. Et voilà, j'ai des échos de gens qui cherchent du boulot en ce moment et qui auraient trouvé facilement il y a 3 ans sans problème, et qui aujourd'hui ont du mal. Et pourtant, ils font peut-être pas partie des plus mauvais, quoi. Les chiffres dans la tech de l'emploi sont catastrophiques, hein. C'est-à-dire que la moyenne
de taux de chômage aux États-Unis, il est à 4%. Dans la tech aujourd'hui, le taux de chômage est à 6%. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de la moyenne nationale. Donc il y a un véritable problème. Et effectivement, j'avais un pote qui me disait, moi, si j'étais un jeune développeur, je me mettrais à apprendre à utiliser les outils d'IA très très rapidement, parce que personnellement, avant, je confiais des tâches à des stagiaires ou à des juniors, et aujourd'hui, ces tâches-là que je confiais à des stagiaires, à des juniors, je les confie plus à un stagiaire, à un junior. Peut-être que, comme tu dis, c'est pas des mecs qui aiment manager de toute façon, et ils confient ça aujourd'hui à des outils no-code ou à de l'intelligence artificielle. Il y a un truc, par contre, dans ce que vous disiez là-dessus qui me gêne un peu, c'est que vous parlez de codeur, et en fait, je pense que tout le sujet est là, c'est que il y a codeur et ingénieur. Moi, je suis un codeur, je suis pas un ingénieur. Et la différence, elle est assez importante. C'est-à-dire que, justement, moi, avant, on avait les gens qui connaissaient pas l'informatique et te demandaient des réparations d'ordinateur. Maintenant, tout le monde connaît l'informatique parce que tout le monde a un téléphone portable, un laptop. Donc, tout le monde est à peu près à l'aise maintenant là-dedans. La génération qui touche pas ça, voilà. Mais du coup, la barrière suivante, c'était le code, quoi. C'était est-ce que je pouvais faire à la machine ce que la machine n'était pas censée faire de base, quoi, ou en tout cas avec les applications installées. Et d'où la mouvance du no-code etc. qui arrivait derrière. Voilà, les codeurs, c'est des gens qui ont pas peur de ça. C'est pas grave, on va aller customiser le truc, on va rentrer dedans, on va bricoler et puis ça va marcher. Les ingénieurs sont ceux qui font marcher ça à l'échelle, et c'est ça dont on parle. Et c'est-à-dire qu'on remplace le codeur. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je galère sur mon script SQL pour aller sortir des données de ma base de données. J'ai demandé à GPT, il me sort un truc SQL. Il a peut-être une petite erreur, mais moi je saurais modifier la petite erreur qu'il a fait et je m'en sors. Clairement, le codeur, il est augmenté, voire remplacé. Par contre, le script SQL, savoir l'optimiser, parce qu'en fait, ça met ta base de données à genoux, parce que il se trouve que tu n'avais pas indexé je sais pas quelle colonne, etc. Ça, le GPT te le dira pas, quoi, parce qu'il comprend pas ce contexte-là. Et les refactors, etc., c'est pas le faire. Donc il y a vraiment la différence, le codeur et l'ingénieur. Et le junior, c'est un codeur. Parce que le junior, il est ingénieur de diplôme, mais il a pas l'ensemble de l'expérience de putain, on a pété 10 fois la prod avec un truc comme ça, le package NPM là il est complètement pourri, il faut pas le prendre, tiens, ça ils savent pas, et c'est là où tu prends de l'expérience. Moi, ma question, et ce que tu dis sur les juniors, c'est le truc qui m'inquiète le plus, c'est comment demain un junior prend de l'expérience du coup pour devenir un senior. Parce que pour devenir cet ingénieur qui a ce contexte et qui est capable d'agir en fait sur ce contexte, il faut bien à un moment commencer quelque part. C'est comme on reprend Ratatouille. Avant d'être chef, t'es commis, tu pelles des carottes, tu vas passer, tu vas être responsable de la béchamel, et puis ensuite derrière tu vas devenir second, etc. avant de devenir chef. Donc là aujourd'hui, on a l'impression que ce mode de progression, il est pété, quoi. L'IA a pété il faut le réinventer. Et ça, c'est la bonne discussion, je pense. Ça, c'est intéressant. Parce que là, il faut réfléchir. OK, c'est quoi? Peut-être qu'en fait, c'est des cours plutôt que des cours théoriques. Du coup, on va te mettre direct dans la gueule des applications générées par GPT pour que t'ailles les débugger, quoi. Et vu que le coût de créer une application monolithique hyper compliquée est de plus en plus faible, on va pouvoir demander à GPT d'en générer, ça va se faire augmenter par 2-3 seniors qui vont justement faire une application juste pour la démo, et après les cours ça va être vas-y va réparer le code dans la code base, et là du coup tu vas prendre de l'expérience en direct dans tes cours. Mais c'est pas le cours on va t'apprendre les bases du C, alors comment tel ça se met comme ça dans tel langage, et puis est-ce que les écoles elles sont prêtes, elles ont enfin ça existe déjà là, il y a déjà cette prise de conscience de ça? Ouais, enfin les formations s'y mettent, mais comme tu disais, pour finir ce Ratatouille, mais tu deviendras pas un grand cuisinier avec un Thermomix 7. Tu deviendras jamais un grand chef 3 étoiles. Et tu seras un cuisinier cool pour tes potes le week-end. Encore que le mien, je l'ai revendu parce que tu es hyper fan du Thermomix. Je suis un énorme fan du Thermomix. Tu sais, attends, mais en plus tu te trompes. Je suis pas d'accord avec toi, Mehdi, parce que moi j'étais contre le Thermomix. Et je pense que c'est important qu'on parle du Thermomix aussi dans cette émission. Très important. Parce que moi, j'étais absolument, quoi. Ouais. Non, mais parce que faut prendre un peu de hauteur. J'étais contre le Thermomix. Moi, je suis un grand cuistot, hein. Je cuisine énormément et ma femme voulait un Thermomix alors qu'elle cuisine pas. D'ailleurs, on a un Thermomix, elle cuisine toujours pas. Et je lui disais, pourquoi tu veux un Thermomix? T'as un Thermomister. Thermomister. Tu te le coltines pendant 30 ans, mais il fait super bien à bouffer. Thermomister. Tapote-moi sur les fesses. Thermomister, j'adore. Thermomister. Et il fait aussi des podcasts.
C'était moi, quoi, en fait. C'était ma blague, quoi. Ouais, donc, elle était pas mal, quoi. Donc, et puis, j'étais résisté pendant des années au Thermomix. Et un jour, je vois une interview de Gagnère, ce chef que j'adore. Et je suis super fan. Et là, putain, qu'est-ce que je vois dans le background? 4 Thermomix derrière lui, quoi. Il avait 4 Thermomix, le gars. Ça aide les déjà seniors, ça aide encore plus les mecs qui sont déjà au courant, qui sont déjà bons. Moi perso le Thermomix, j'ai fait un vieux riz machin bidule et tout, je savais pas cuisiner, ça m'a augmenté un petit peu, ça m'a pas ni donné l'envie ni tout ça, je l'ai rendu, je me suis fait rembourser les 1499 et j'étais content. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça, comme beaucoup de choses, ça va aider les mecs qui savent débugger. On dit souvent le métier de développeur, il va changer ou d'ingénieur, il va être non plus dans l'écriture. C'est marrant du code, ce que vous dites là, parce debug. qu'en fait, dans d'autres métiers, c'est pas ce qu'on dit. On dit que l'IA, au contraire, augmente les mauvais très rapidement et a finalement très peu d'impact sur les bons, notamment sur la partie marketing. C'est comme le vent avec avec le parapente. Ça fait monter tout le monde, mais ça fait monter ceux qui sont en haut, ils montent aussi, quoi. Tu vois. Et donc, vu que c'est des salaires plus élevés, des compétences plus dures, ils atteignent des niveaux que ceux du bas n'atteindront jamais. Tu sais, c'est le fameux, je sais pas si tu avais entendu, le 10x developer. Tu vois, le développeur qui est 10 fois plus performant. Et il y a un mec qui disait non, c'est le fondateur Stack Overflow d'ailleurs, dans un blog post, il disait, il y a les Infinitex developer. Le mec qui fera un truc que le junior ne fera jamais. Et tu peux mettre 1000 juniors et ils feront jamais ce niveau de complexité. Ça quand même, ça fait du code qui marche, mais c'est pas sécurisé. C'est du code de merde. C'est du code pas maintenable. Enfin, c'est comme 90% des développeurs aujourd'hui. Ouais, mais regarde, oui, c'est ça. Oui, ouais, mais regarde, non, mais c'est ce qui est intéressant. La OpenAI vient de faire une recherche. Ils viennent de publier un papier de recherche qui est super intéressant parce qu'ils se disent si c'est vrai ce que tu dis, NJ, il y a tellement sur Fiverr et compagnie, il y a tellement de gigs pour du code, d'aller coder des applications ou réparer des applications, etc. Ils ont dit c'est simple. Notre objectif c'est de faire $1 million avec des LLM. Et donc on va les foutre sur tous ces trucs, ils vont choisir leur sujet et puis ils vont aller faire. Donc attends, j'explique. Ils vont sur Fiverr, ils prennent plein de petites missions comme ça de développeurs à la noix et ils utilisent un LLM pour générer le code. Okay. C'est les chercheurs d'OpenAI, ils ont utilisé du coup OpenAI et pour se benchmarker ils ont mis Claude et parce que c'est celui qui est le plus utilisé pour ça précisément. Et le but c'est de faire $1 million. De faire $1 million. Bon, bah ils ont sorti le papier, c'est aujourd'hui ou hier, ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est combien de pourcents de... Et je crois que c'était moins de 5%, c'était ça. Faut retrouver le papier, mais en gros ça marche pas. Et en gros la majorité des problèmes qui sont posés sur ces sujets-là sont des problèmes trop compliqués en contexte, etc. pour qu'ils soient solvés par de l'AI. Donc encore une fois, Stack Overflow, ça accélère Stack Overflow. T'avais une question un peu à la con. T'allais chercher sur Stack Overflow, tu trouvais la réponse et ça te forçait d'ailleurs un peu à réfléchir. Tu faisais pas quand même du copier-coller absolu parce qu'il fallait au moins savoir quoi poser comme question. Oui, entre le copier et le coller, il y avait quelques secondes pour réfléchir. C'est ça. Non, mais fallait savoir poser la question pour le trouver déjà et puis fallait un peu comprendre comment tu l'aurais implémenté dans ton code. Dans ton code, là, l'AI te le pond. Mais la majorité des problèmes d'ingénierie, c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre faut la General Intelligence. NJ, c'est tant qu'on ne sera pas arrivé à l'AGI, Non, moi je pense que déjà en 18 mois, ce qui s'est passé, donc par exemple une boîte comme Replit, tu utilises Replit il y a 6 mois. Explique Replit ce que c'est. Pardon, Replit c'est, on va dire, ça se place sur du low code, je pense, enfin no code to low code, mais en amenant la barrière à ce que tu peux faire un peu plus haut, c'est-à-dire que tu vas pouvoir rentrer tes codes d'API avec d'autres interfaces, ça va quand même te construire une code base. Alors, pour le coup, c'est vrai que si tu pars de quelque chose, c'est plutôt pour partir de quelque chose d'inexistant, c'est-à-dire de partir d'une idée et de la mettre en place. Donc, ça va te créer toute la code base. Tu vas pouvoir déployer l'application en ligne. Donc, ça te gère un mini-serveur, etc. Et en 6 mois, ce qu'ils ont obtenu en termes de progrès, parce qu'il y a eu notamment le dernier Claude, je crois que c'est Claude 3.5, qui leur a vraiment boosté la qualité de ce qui est produit. Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec Kevin, c'est si tu essayes de faire maintenir du code existant par une IA aujourd'hui, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, si tu essayes de faire maintenir du code par un développeur qui n'a pas construit le code,
Ouais, ils te disent tous il faut recommencer de zéro. Hein, généralement. Et c'est pour ça que moi je suis très bullish sur l'IA, parce qu'en fait, tu mets 2 développeurs dans une salle, ils vont pas être d'accord sur le meilleur framework, ils vont pas être d'accord sur la meilleure librairie, et surtout ils vont critiquer le code de l'un et l'autre. C'est pour ça que Stack Overflow et GitHub, etc. marchent aussi bien. C'est parce que c'est des communautés qui se challengent en permanence. Et ce qui est très bien, c'est pour ça que d'ailleurs la qualité augmente. Mais cette réflexion, cette gymnastique intellectuelle, il y a très peu de codeurs qui sont capables de le faire. C'est genre un codeur, tu lui dis ton code c'est de la merde, non mais c'est pas de la merde, etc. Un bon ingénieur, potentiellement, il va voir la critique et il va dire bah oui c'est vrai qu'on peut compiler comme ça, on peut optimiser la vitesse, on peut machin. Donc moi je pense que l'IA elle a vraiment un rôle à jouer parce que en effet si tu pars de zéro, il y a des choses qui sont très très bien. C'est d'ailleurs des principes super carrés qui sont appliqués. Maintenant est-ce que tu vas réussir à remplacer les ingénieurs avec de l'IA, même la super intelligence, c'est pas pour demain, ça je suis d'accord. J'ai envie de vous challenger sur quelque chose de plus sociologique. Est-ce que vous pensez pas que le remote work et le fait que et surtout les développeurs sont partis travailler chez eux en isolement, et d'ailleurs, en tout cas dans la Silicon Valley, ils sont toujours pas retournés au bureau, hein, où ils retournent 2 jours par semaine. Est-ce que cet isolement fait que et alors je veux pas rentrer dans la caricature, mais souvent ces développeurs c'est pas des animaux sociaux extravertis, donc quelque part est-ce que ils ont pas trouvé le meilleur compagnon avec cette histoire d'IA? Ils se sont dit ah ben c'est super, je suis tout seul, c'est difficile de bosser tout seul, il y a plus personne autour de moi, les gens sont pas forcément disponibles sur Slack ou tout ça, j'ai trouvé le compagnon idéal, c'est cette IA, et est-ce que c'est le remote work qui a pas finalement accéléré ce phénomène-là? Non, il aurait accéléré de toute façon, mais oui, les développeurs ont besoin de concentration. C'est des métiers qui ont besoin de 2, 3, 4 heures pour vraiment monter en concentration avec la complexité. Donc c'est déjà des rôles qui en général ont besoin de concentration. Tu sais, tu les vois SF avec les casques comme ça, tu vois, ils discutent pas trop. C'est aussi une part du métier d'aller dans la complexité, de charger toutes les librairies dans la tête pour la complexité. Ça, c'est un premier point. Comme tu le dis, Amazon, quand ils ont ramené tout le monde, ils ont dit tout le monde au bureau sauf les développeurs, parce qu'on sait que c'est quand même un métier qui nécessite. Après, les développeurs, oui, comme tu dis, c'est un métier de réflexion solitaire face à ton programme. Et pour la petite histoire, il y a une méthode qui s'appelle la méthode du petit canard jaune. En fait, tu mets un petit canard, le duck, et tu lui parles. Parce qu'en lui parlant, tu vas débugger un peu ton appli déjà, parce que tu vas t'écouter en train de coder. C'est après tu peux compenser avec ce qu'on appelle le pair programming. Si vous codez à 2, regardez à 4. Pourquoi c'est un canard jaune? Parce que ça fait quoi. C'est juste pour ça, quoi. Sur les lead développeurs, si on a tellement fait chier les gens avec le management, comme quoi on pouvait rien dire aux gens, etc. Et je me suis dit, ça se trouve, tu vois, ce no-code, c'est aussi très pratique parce que tout d'un coup, on a éliminé l'humain, l'enfer, c'est les autres. De toute façon, je pouvais plus manager des gens et maintenant, j'ai moins de gens à manager. Finalement, c'est beaucoup mieux parce que manager selon les conditions qu'on m'imposait dans ces big tech, c'était trop dur. Il y a un thème quand même sous-jacent, je crois qu'on en parlait il y a 2 ans déjà dans Silicon Carnet sur les VC qui forcent les boîtes à grossir parce que c'est la métrique. En gros, tu grossis, tu spends le cash, donc t'es content et tu fais ça. Et puis on en avait parlé parce que il y a quand même pas beaucoup de boîtes où le scale est particulièrement pertinent. WhatsApp, c'est tourné à 40 personnes, quoi. Et là, on revoit la règle qui s'applique. Donc Cursor, qui est passé de 0 à 100 millions en 1 an et demi, je crois. C'est taré. Ils sont avec 20 employés. Ils sont 20. Ouais. Voilà, ils sont 20. C'est ça. Mid-journée, ils sont 10. Mid-journée, ils sont 10. Donc la règle, elle est là aussi. On revoit arriver ce truc-là. Donc quand on lit les histoires de layoff, etc., pour moi, c'est juste un retour à la normale de non, mais les gars, on fait du software, quoi. Le software, c'est hyper scalable. Si tu te retrouves à faire des commissions et des gens, etc., dans tous les sens, c'est un problème, quoi. T'es plus en train de faire du software, t'es en train de gérer une grosse organisation, quoi. Et ça, tout le monde l'a vu. Musk a plein de défauts, mais bon, il est arrivé chez Twitter, il a viré tout le monde et le service, il tourne toujours, quoi. Donc, tout le monde se dit, ah oui, en fait, peut-être que le software, qu'on a du gras avec moins de personnes. Ouais, peut-être qu'il y a du gras quand même. Du coup, on essaye d'appliquer le truc. Donc, t'as des layoffs dans tous les sens. On dit AI parce qu'il faut bien une raison, c'est mignon. Mais en fait, les seniors développeurs, c'est pas l'AI qui change le truc. C'est juste qu'il y en avait plein qui glandaient rien, comme dit Angie, quoi. Quand t'as des 10x.
Ouais, le terreau était là en fait. C'est que, notamment pendant Covid, et encore je reviens sur ça, mais c'est important. T'avais des mecs qui te faisaient des coding bootcamp, tu vois, 6 semaines, et puis ils sortent et ils te disent, moi je veux 250 000 parce que je fais HTML et CSS. Tu vois, mais dans les yeux quoi. Et tu leur dis ouais, ok, end. Et en fait, je pense que ça. Ah bah là, c'est plus le cas. Hein. En ce moment, ils galèrent. Voilà, exactement. Et ça remet en question. Et encore une fois, les ingénieurs, on en a besoin et ils seront toujours là. Mais je pense qu'il y a une possibilité qu'on voit une grosse chute, notamment Upwork, Fiverr, etc., de gens qui se sont improvisés codeurs sans avoir forcément tout le background qu'il faut. Et là, pour le coup, l'IA, ça fait pas de cadeau, quoi. Mais Carlos, t'avais raison. Ouais, t'avais raison parce que un des points, tu parlais de celui qui est seul, qui code seul et qui a pas envie de manager. Il y a en plus une théorie qui s'appelle le Mythical Man Month, le mois homme ou le jour homme mythique. Je ne veux plus vous voir traîner avec l'ancien vice-président Al Gore, c'est compris? Oh, il est gentil, papa. Il nous disait de faire gaffe à l'homme ours sport. L'homme ours sport? Il est moitié homme, moitié ours sport. Non, vieux, il est moitié homme, moitié ours, moitié porc. Non, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'il est moitié ours, moitié homme porc. Ce qui fait qu'on pourrait soi-disant tout paralléliser, et si tu veux, une appli qui me nécessiterait 10 personnes sur un an, si je mets 100 personnes, je la fais en un mois et demi, quoi. Non, le logiciel, c'est pas ça, c'est une science sociale. Et donc il parle de l'overhead communication. Il dit, plus vous êtes un nombre grand dans une équipe, plus vous allez devoir vous coordonner. Et donc ça devient hyper chiant et hyper non productif. Il trouve le chiffre entre 5 et 9, il trouve qu'entre 5 et 9, on est dans l'optimum du fait d'avancer ensemble et voilà la collaboration. Les Two Pizza Team de Bezos sont inspirés de ces chiffres-là et tout ça. Et donc oui, une équipe de 15, 20, 40 développeurs, à la fin, c'est des meetings ou plein de trucs comme ça. Donc c'est petites équipes. Et ça, l'AI, ça va permettre aux bons de rester entre eux et de pas avoir besoin d'avoir plus de gens pour faire plus de software. Donc moins de management, moins de réunions, moins de meetings, moins de corporate, de culture, de bisules, de trucs comme ça où on faisait du team building parce que on n'arrivait plus à manager des équipes parce qu'elles étaient trop grandes, quoi, c'est ça. Et du coup, ça fait naître une nouvelle génération de startups, c'est très intéressant, on voit des startups ultra lean, ultra rentables. Et je sais pas si on les voit en France, ces startups-là, mais en tout cas, ici, dans la Silicon Valley, il y a une vraie course. Et cette course, c'est plus à celui qui lève le plus d'argent, mais c'est à celui qui génère le plus de revenus avec l'équipe la plus petite possible. C'est le grand game en ce moment dans la Silicon Valley. Alors, vous avez cité quelques exemples. Tu citais tout à l'heure Anysphere, qui est l'éditeur justement de Cursor, qui fait 20 employés, 100 millions de revenus en moins de 2 ans. C'est juste et j'ai l'impression quand je parle avec ici mes potes dans la Silicon Valley, c'est ça qui les fait kiffer, quoi. C'est de dire ouais, on va se monter un truc, on va être 10 et on va aller faire 100 millions et on va rester 10. Il y a Gamma, par exemple, c'est pour faire des présentations, des sortes de slideshows ou des sites web. 28 employés, 50 millions d'utilisateurs, déjà rentables. Enfin, c'est ça le nouveau game. Eleven Labs, 50 employés, 100 millions de revenus annuels. Mais on en a déjà eu, hein. Il y a eu Instagram, 14 revendu 1 milliard, WhatsApp 47 revendu 19 milliards. Ouais, mais ça c'était pas parce qu'ils développaient, quoi, c'était enfin si t'as raison aussi. Mais Jet dans le e-commerce en Inde, première boîte à valoriser 1 milliard en moins de 8 mois. Tu vois, il y a des plays comme ça. Wiz dans la sécu, première boîte à faire 0 à 100 millions le plus rapidement possible. Alors, ouais, mais tu t'es pas dit ça parce que en fait, c'est là le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de ces boîtes qui font du B2C aussi, quoi. C'est-à-dire le B2C par définition, c'est un jeu vidéo, quoi. C'est t'as un mec qui code le truc et puis il peut balancer sur Steam et s'il y a 10 000 personnes qui l'achètent, ça sera pareil que s'il y a 50 000 personnes qui l'achètent. Mais moi, ma question à vous poser, c'est la sélection, le selection bias, parce qu'on en connaît 10, 15, 20. Il y a même Aragon.ai, ils sont 9, ils feraient 10 millions d'ARR avec des photos LinkedIn. C'est-à-dire que tu fais ta photo LinkedIn Pro, c'est $35, ils te font 3 photos sur autant de background que tu veux. Et ils sont 9 et enfin tu vois. Regarde Submagic, qui fait les captions. Moi j'utilise leurs produits. D'ailleurs ça serait bien qu'ils sponsorisent Silicon Carnet, ces enfoirés quoi en fait. Mais non mais c'est super. Moi je mais crois combien de dizaines de milliers de boîtes, je sais pas combien de millions de chiffre d'affaires ils doivent être 4 pelés et 3 tondus les mecs je sais pas combien. Mais combien de dizaines de milliers de boîtes ont levé en tout combien de dizaines de milliards pour arriver à ces 15-20 boîtes qui sont incroyables. Faut voir aussi que les déchets. Non, mais avant, le modèle, c'était grosso modo qu'il fallait $1 million pour atteindre $1 million de revenus. C'était ça, en fait, le modèle. Et aujourd'hui, on a l'impression que
ce chiffre, il a été divisé par 5, qu'aujourd'hui, avec $200 000, tu peux atteindre $1 million de ARR assez facilement. Et ce qu'on nous explique, alors, c'est le mythe qui a lieu aujourd'hui dans la Silicon Valley, c'est que c'est pas simplement sur effectivement optimisation du développement avec des petites équipes en utilisant l'IA, mais c'est l'utilisation de l'IA sur tous les sujets. C'est par exemple, tu vas Intercom pour le support client, tu vas utiliser Midjourney pour tout ce qui était visuel, tu vas faire ton logo avec de l'IA, tu vas utiliser Claude pour analyser des données du marché. Bien sûr, Cursor pour ne pas avoir besoin d'autant d'ingénieurs. C'est une réalité, ça, vous y croyez? Parce que en fait, c'est ça le citizen developer. C'est ça, c'est on va voir. Du coup, si c'est vrai, si c'est le cas, on va voir émerger tout un tas de projets. Et aujourd'hui, avec un chèque d'un business angel, tu vas voir émerger des mecs qui vont faire des millions de dollars de revenus. C'est super intéressant, et je pense que toi tu disais, est-ce qu'on le voit en France? On va le voir, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que n'importe qui a une idée va pouvoir la scaler localement. Et à quelque chose qui n'était pas possible avant parce que tu devais avoir certaines compétences ou économies d'échelle, etc. pour le faire fonctionner. Bah là, les économies d'échelle peuvent être turnkey dès le début. Et ça, je pense que c'est possible. Parce que si tu prends l'exemple de n'importe quel, sans dire un artisan non plus, mais on va dire un vendeur régional, etc., qui aujourd'hui tourne sur du vieux logiciel pourri qui a été des années 80, on en connaît, qui sont encore sur des DOS ou des vieux serveurs qui tournent et qui tiennent l'inventaire. Ou qui ont rien, Kevin, qui aujourd'hui n'ont pas été transformés digitalement, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment le B.A.B.A. pour imprimer des factures, etc. Bon, t'as quelqu'un qui vient en face, tout seul, il recode l'essentiel de ça, plus avec 2-3 outils sur l'étagère, et il explose tout ça parce que juste en coût fixe, il a pas 10 personnes qui font de la compta, de l'impression de facture, etc. Tout ça est automatisé. Et ça, on le voyait pas encore. Cette partie-là, on la voyait pas encore parce qu'il y avait quand même encore un certain step-up à avoir sur le code, sur comme disait Mehdi, sur l'intégration entre les différentes applications. Mais je vous challenge, les mecs. Vous êtes trois CEO là de start-up dans le domaine du software. C'est quoi votre modèle aujourd'hui quand vous réfléchissez à vous en tant qu'entrepreneur? Vous dites quoi? Vous dites c'est ce modèle-là que vous cherchez, c'est des équipes minimum. Et aller faire rechercher de la profitabilité le plus rapidement possible ou Non, mais ça a toujours été ça. Je pense que il y a aucun fondateur qui crée une boîte en Angie, disant... tu vas en France, moi j'ai entendu les mecs, ils veulent lever de l'argent, lever de l'argent. Lever de l'argent, c'est Lever de l'argent, c'est une chose, mais comment ils vont l'utiliser? Si t'as un fondateur qui te dit, je vais recruter 50 personnes, c'est, en fait, le gars, il doit aller travailler chez Pricewaterhouse ou, tu vois. Je connais aucun fondateur, et notamment en France, parce qu'à partir du 10e salarié, tu sais, t'as le délégué du personnel et toutes ces conneries, avec les charges salariales et tout. Je pense que la France, justement, elle a vraiment ce qu'il faut pour être le premier pays à mettre des petites boîtes et à rester, tu vois, 5, 10. Moi, j'ai une des startups dans lesquelles j'ai investi. Tu vois, ils sont 7, ils font 1 million d'ARR. C'est génial à voir. Et moi, j'aspire à ça. Pour ma boîte, j'ai repensé tous mes workflows, les outils internes. T'as combien de développeurs aussi. Et ben là, on est down to, en fait, on est plus que 3. Ouais. Donc, tu vois, donc là, c'est, 3 en me comptant, tu vois. Et donc, je pense que c'est les nouveaux modèles de boîtes qui vont vraiment se développer. Et la France fait partie des écosystèmes les plus chiants quand tu veux scaler. Et je pense que les fondateurs, alors après on peut faire le parallèle avec les VC, les fondateurs se sentaient obligés, parce qu'en fait, tu as des fonds qui te disent... je t'ai donné 2 millions, vas-y, recrute, grossis, et tu sais pas quoi faire. Comment tu dépenses ton argent chez Facebook Ads, chez Google Ads, et tu recrutes des gens. Et tu sais pas ce qu'ils vont faire, tu dis, ouais, on est plus, on va trouver quelque chose à faire. Mais c'est une connerie, et franchement, je pense que la majorité des fondateurs de boîtes se disent, si on peut rester petit, avec une bonne ambiance et tout, et devenir profitable, bah, c'est tout bénef. Non, mais c'est les boîtes parfaites. C'est des boîtes parfaites. Si tu regardes Paul Graham quand il dit une startup, c'est une entité en recherche une entité temporaire en recherche de business model profitable, scalable, répétable, et c'est exactement ça. À 10, tu déploies la valeur entre guillemets à l'infini. C'est les organisations exponentielles, les infinite startups, les genres de trucs. Voilà, quand tu vois Lovable, ils font une version qui marche pas, une deuxième version qui marche pas, mais ils créent une communauté de développeurs et build in public.
eShip, ils ont 3000 sign-up à $100 par mois, ce qui fait 3 millions d'ARR. Tu vas avoir droit à François le français, hein, toi, parce que je vais me faire engueuler avec tous ces anglicismes-là, qu'en fait. C'est Silicon Carnet, c'est pas... apprendre l'anglais, allez hop. D'accord. Voilà, c'est pas eShip, Silicium viande, hein. Voilà, c'est pas French Tech purée, comme on avait dit, mais, Est-ce qu'elles se rachètent, du coup, ces startups? Mais pourquoi? Sûr. Pourquoi te faire racheter? Pourquoi pas? Oui, mais pourquoi? Pas aussi. Moi, si j'ai fait un chèque en tant que tu veux dire c'est rentable. Oui, voilà. Non, mais du coup, ça pose une vraie question. C'est quoi le rôle des investisseurs? J'en parlais dans l'introduction et moi, j'ai plein de mecs qui flippent, qui me disent, il y a de moins en moins besoin de cash, donc il y a de moins en moins besoin de moi. En fait, puisque moi, mon boulot, c'est quand même de déployer de l'argent, de financer des startups. Donc, si elles ont besoin de moins de cash, moi, je fais quoi? Et du coup, je déploie sur des projets comme OpenAI, des trucs. Mais on est tous sur OpenAI. Sûrement moins de fonds intermédiaires, plus de fonds qui vont faire du pré-seed. Genre avoir la capacité à déployer 1 ou 2 millions quand il y a que un PowerPoint ou une no-code app, tu vois, genre en mode prototype et un tout petit peu de chiffres. Et par contre, potentiellement, tu vois plus la boîte jusqu'à la série C ou D ou peut-être jamais jusqu'à l'IPO. Mais je pense qu'en effet, ça rebat les cartes de l'investissement dans les startups. Et c'est pas plus mal. Et encore une fois, pourquoi se faire chier avec une IPO? Si t'es si rentable, tout le monde se paye en dividende. Et l'investisseur, c'est un autre type d'investissement. Ouais, ils toucheront des dividendes. Ouais, après, je pense que les fondateurs, tu vois, c'est des cycles aussi, tu vois, genre ton idée, elle a mûri, etc. Au bout de 7 ans, tu te dis, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je pense que c'est plus ça, c'est le fondateur ou les fondateurs qui ont envie de faire quelque chose d'autre. Mais en effet, tu peux tirer sur la boîte 20 ans, 30 ans. Mais il y aura probablement, du coup, un play, en fait, avec de la consolidation de micro-apps, sectorielles. Donc, en fait, je pense qu'on va être, sur un système qui va être l'explosion à nouveau de plein de petites apps hyper locales, hyper spécialisées pour des cas avec des équipes de 5 personnes qui n'ont pas vraiment besoin de faire du cash, qui vont être rentables assez rapidement le temps qu'elles répondent à un problème. Et puis à terme, ils vont être fatigués dans la majorité. Il y aura un de ceux-là qui va décider de faire un conglomérat. Il va buy up sur, tu vois, tout un segment du marché pour faire une belle consolidation. On aura à nouveau une nouvelle app locale. Bundle, comme bundle. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que c'est là où les grosses boîtes américaines, elles vont, on va plus avoir besoin d'elles, en fait. Donc, en fait, il faut qu'ils aient peur. Les investisseurs, comme les grosses boîtes étrangères, il y a plus beaucoup d'intérêt. Pourquoi t'achèterais Salesforce en France? Tu vois, bon, Klarna, c'est un exemple. Ils ont viré tout leur stack, etc. Mais pourquoi t'achèterais un revendeur américain en France si au final, aujourd'hui, tu peux avoir de la techno qui se redéveloppe localement avec quelqu'un que tu vois tous les jours, qui peut le développer, faire tes customisations en deux secondes parce que il est à côté de toi et il bosse avec une AI. Sur la même time zone, tu le fais là. T'as pas besoin d'acheter américain. T'as pas besoin d'acheter chinois, t'as pas besoin de machin. Et les VC, le pré-seed seed va reprendre du poil de la bête parce que les VC aimaient pas faire du pré-seed seed. En France, il fallait absolument que la BPI abonde dans leurs fonds pour oser le faire parce qu'ils disent que c'était pas rentable. En France, ils aiment rien faire, hein, en vrai. Ouais. Entre nous. C'est capital risque. Ils adorent Mistral, ils adorent. Tu vois, c'est ça. Ils adorent mettre là où il y a tout le monde. Il y a déjà tout le monde, quoi. Ouais. Monsieur et Madame Mouton. Il a raison de dire, en France, c'est toujours la même question, c'est reviens me voir quand tu feras du chiffre. Ouais. Mais là, cette question, elle est plus possible parce que là, les mecs, vu ce que les modèles de start-up dont on est en train de parler, ils reviendront jamais parce que dès qu'ils se mettent à faire du chiffre, et vu qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent maintenant pour développer ces applications, ils vont devenir très vite rentables. C'est des envolées de moineaux, tu les verras plus sur le fil, hein. Putain, les gars, on est face à ce qu'on est en train de dire là, c'est un changement de paradigme total, hein. C'est un changement de paradigme dans la façon de coder, dans la façon de créer des startups, dans la façon de les financer. C'est exactement ça, hein. Et quand Sam Altman prédit la startup d'1 milliard avec un employé, c'est de la com ou sincèrement, effectivement, est-ce que ça peut arriver? Non, c'est de la com. C'est possible. C'est de la com. Non, c'est possible. À ce stade. Ouais. Non, à ce stade aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui. Il doit lever 40 milliards, donc il va dire, ChatGPT permettra de faire 1 milliard avec une personne, on est 8 milliards. C'est 1 milliard fois 8 milliards, ça fait, non mais faut voir la propagande, tu vois, faut voir la propagande et dans quoi il joue. Mais aujourd'hui, des startups à 1 million par personne, ça existe. Il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. 10, il y en a même, voilà. Plus que ça, ouais. Même 10 millions par FT, ouais. Voilà, il y en a, mais non, il y a une différence de être à 10 et faire 100 millions ou être 10 millions tout seul. Tout à fait.
Parce que exactement. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais oui, il y a des mecs qui font comme ça, qui tombent sur des martingales. Après, ça a une limite. Mais ouais, il y a des plays, il y a des trucs hyper malins. Enfin, tu vois, les photos sur LinkedIn, ils font 10 millions. Enfin, tu vois, j'ai honte de pas avoir monté une boîte qui fait 10 millions encore, pour l'instant, parce que j'essaie de faire quelque chose d'un peu mieux que des photos LinkedIn, quoi. Tu vois, merde. Bah ouais, mais bon, c'est important, les photos LinkedIn, elles sont pourries, hein. Ça répond à un problème, hein. C'est clair. D'ailleurs, tiens, je vais passer vos photos LinkedIn, là, en revue, là. Tiens. Je vais vous les montrer, quoi, en fait. On va voir vous devriez peut-être aller faire un tour sur Aragon, quoi, en fait, parce que c'est pas une réussite. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Mais n'oubliez pas, il y a 10 ans, dans la série Silicon Valley, il y avait le mec qui disait no revenue. Mais qui veut faire des revenus? Mais tout le monde perd de l'argent. Mais who wants to make revenue, tu vois? Right. Richard, one potential issue, our hosting fees could become a challenge as we scale. Right, but we can offset a lot of that once we get a few customers and start a subscription revenue model. What? Revenue? No revenue. I'll call you back. What? Why would you go after revenue? Because to make money? No. If you show revenue, people will ask how much and it will never be enough. The company that was the 100Xer, the 1000Xer becomes the 2X dog. But if you have no revenue, you can say you're pre-revenue. You're a potential pure play. It's not about how much you earn, it's about what you're worth. And who's worth the most? Companies that lose money. Pinterest, Snapchat, no revenue. Amazon has lost money every fucking quarter for the last 20 fucking years, and that Bezos motherfucker is the king. The king. There's no revenue. No one wants to see revenue. Oui, j'adore cette scène, j'adore cette série, mais ce que disait Carlos, c'est le changement aussi d'un point de vue VC. C'est-à-dire que les VC aujourd'hui ont compris quand même c'était des modèles qui étaient possibles et qui étaient plus des exceptions. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est le changement de service is bad to service is great. C'est genre, pendant des années, on t'a dit non, mais fais pas de service, tu vas te faire chier, les marges sont pas bonnes, etc. Et maintenant, avec le service as a software, tu vends le workflow de A à Z, tu deviens une espèce de SS2I avec tes agents, et en fait, tu captures beaucoup plus de valeur, et ça, les VC, bah, tu vois, A16Z, Sequoia, etc., si tu vas sur leur thèse, ils en parlent tous, service as a software, c'est le futur. Et donc, ils valorisent le revenu beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Moi, je me rappelle quand j'ai essayé de me lever ma série A, à l'époque, en 2016, on s'est pris des refus parce que vous faites du revenu, mais comment vous allez scaler, etc. Alors que c'était du revenu déjà qui était sympa, quoi. Et je pense qu'il y a un changement sur la lecture justement des startups. J'adore ce que tu dis là, donc passer de software as a service à service as a software. Ouais. C'est le changement de paradigme, il est là. Du coup, le conseil qu'on peut donner aux gens là, parce que je sais qu'il y a plein de développeurs aujourd'hui qui galèrent pour trouver du job. C'est d'être un peu plus entrepreneur, quoi, en fait. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. C'est aller chercher vos petits copains qui eux aussi galèrent, monter des équipes de 4-5 et lever peut-être un petit chèque de business angel et puis aller développer une application. Et faites du revenu. C'est ça le conseil qu'on peut donner aux développeurs aujourd'hui. Bon, ça, c'était déjà le conseil il y a 10 ans, il y a 20 ans. Non, mais ils cherchent des boulots, ils veulent aller bosser chez Facebook, ils veulent aller bosser... Je pense que... Ceux qui cherchent là du boulot chez Amazon ou des trucs comme ça, c'est de leur dire, laisse tomber. Crée ta propre start-up et va faire 10 millions d'ARR. C'est possible. En plus, les offres d'emploi sont en chute libre, on l'a dit, mais c'est vraiment de la chute libre. Chute libre. Et on a fait passer quelques entretiens récemment. À part dans l'IA, mais globalement, c'est un chute libre sur la masse. On a fait passer quelques entretiens, les mecs, maintenant, si tu fais passer un kata, un exercice de code sans assistant, t'as même des seniors qui disent, ah merde, je sais plus, moi je demande à ChatGPT, ou je demande à Copilot et ça fait le boulot. Donc, si tu veux, les boîtes sont devenues beaucoup plus exigeantes aussi. Donc déjà que j'étais pas pour le salariat et mais les gens que j'aime, je suis pas pour le salariat. Alors en plus, enfin là vraiment non, les gars, essayez de monter votre boîte, faites une rupture co, ayez 2 ans devant vous, c'est un précide et allez-y quoi. Et pour aller chercher ces salaires dans ces belles boîtes de la Silicon Valley, maintenant, ce qu'ils demandent, c'est du 996, hein, c'est-à-dire c'est 9h, 21h, 6 jours sur 7. Hein, parce que pour être compétitif avec l'IA, c'est pratiquement ce que les mecs sont... ok, il n'y a pas de problème, je vais te payer 250 000 balles, mais tu bosses 12 heures par jour, 6 jours sur 7, comme les Chinois. Pendant ce temps-là, les gars, il y a effectivement ces startups qui montent des projets incroyables, qui font du revenu avec... 3 élastiques et 2 cure-dents, presque, hein. On exagère. Mais t'as OpenAI
qui lui, il a décidé qu'il allait changer de partenaire stratégique. Aujourd'hui, il était avec Microsoft, c'était son plus grand investisseur. En même temps, OpenAI, ils sont coutumiers du fait. Hein. Ils avaient déjà viré Elon Musk pour le remplacer par Microsoft. Hein. Et donc là, maintenant, ils ont décidé de virer Microsoft et de le remplacer par SoftBank. Alors, c'est en cours. Hein. Et ils annoncent qu'ils vont, eux, lever 40 milliards. Voilà. Donc, on parlait de startups qui cherchaient à ne lever le minimum. C'est visiblement pas la stratégie d'OpenAI. Alors, ils ont prévu que d'ici 2030, 75% de sa puissance de calcul proviendra de Stargate. Hein, ce projet absolument incroyable annoncé par Donald Trump et dont Sam Altman est à la tête et qui est financé majoritairement par SoftBank. Donc on voit bien là le sort d'accointance entre tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça bouffe à tous les râteliers. Et SoftBank va injecter 30 milliards de dollars sur les 40 milliards que cherche à lever l'entreprise dans les prochains mois. Enfin, je sais pas si on se rend compte, on dit... ils ont levé combien là au total OpenAI ? 3 plus 10 plus 7. Ouais, ça doit faire ça. Plus 40, là. Ouais, plus potentiellement 40, ouais. Ils en sont à 60 milliards. Ouais. La valorisation, là, de ce tour, on parle de combien ? 400. 440, 400, je crois. 340, ouais. 340 milliards. 340. Ah, 340 milliards. On arrondit. Voilà. Et donc ils lèvent cet argent parce que eux c'est pas simplement pour faire du revenu, hein. Même si on va le voir, le revenu d'OpenAI est assez impressionnant. En tout cas les prévisions sont impressionnantes. Eux ce qu'ils veulent surtout c'est ils disent qu'ils ont besoin de cet argent parce qu'ils veulent construire une puissance de calcul de 8 gigawatts. C'est l'équivalent d'à peu près l'ensemble des infrastructures des plus grands acteurs du cloud. Hein. Donc on voit bien où est-ce qu'ils veulent se positionner, c'est-à-dire que on n'est plus dans la start-up là, c'est-à-dire qu'ils veulent jouer dans la cour des grands. Et ils ont un premier data center de 1 gigawatt avec des centaines de milliers de GPU qui est au Texas, dans la ville de Abilene. J'aimerais avoir votre opinion sur cette transition de Microsoft vers SoftBank. Comment est-ce que vous l'analysez ? Qu'est-ce que c'est est-ce que ils se sont fâchés ? Est-ce que Microsoft a dit qu'il n'a pas l'argent ? Est-ce que c'est quoi ? C'est Satya Nadella qui Et comment vous analysez ça ? Ouais, moi je pense qu'à leur niveau, ils sont, comme on dit dans les États, ils ont ni amis ni ennemis, ils n'ont que des intérêts. Et si tu veux, quand tu regardes le deal avec OpenAI et Microsoft, c'est que je crois ils payent $1.30 là où les autres payent $4 pour une certaine consommation par heure, je sais plus exactement, mais ils payent à 25% du prix. Et même avec ça, ils sont pas rentables. Donc en fait, si Microsoft un jour remonte les prix, ils sont foutus quoi. Déjà qu'ils payent 4 milliards par an de Microsoft, tout ça. Donc si tu veux, ils doivent avoir leur propre infra, devenir autonomes. N'oublions pas que quand DeepSeek est sorti, même si Altman et Satya Nadella ont dit oui, apparemment ils ont copié le copyright, ils ont fait de la distillation de modèles, c'est-à-dire ils ont pris les réponses de ChatGPT pour les entraîner leur propre modèle. 3 jours après, DeepSeek était sur Azure, en mode disponible, en mode hébergé chez Microsoft, quoi. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a vraiment cette tension-là, et qu'en tant que géant, comme Sam Altman veut, il a besoin d'avoir ses propres infrastructures. Il avait déjà essayé avec son projet à 7 000 milliards, là, quand il allait voir le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'était le début de Stargate, en fait, c'était le même projet, hein, je pense. Hein. C'était le même projet. Mais il a besoin, si tu veux, parce qu'en plus l'infrastructure ça reste. Une fois que t'as l'infra, une fois que t'as tout, tu peux même la revendre aux autres. Tu peux, tu vois, ça devient un actif. Là aujourd'hui, il est quelque part, il est dépendant des infrastructures sur lesquelles il tourne. Surtout qu'en plus, ils le tiennent à la gorge vu qu'ils lui vendent pas cher. Donc, je pense que c'est pour se sauver, c'est pour devenir autonome, indépendant, et pour rentrer dans la vraie compétition. Parce que là aujourd'hui, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont les infras, et c'est eux qui gagnent du cash. Et là, il cramait tout son cash chez un mec qui est concurrent. Parce que sans vraiment le dire, mais qui est concurrent de ce qu'ils font, ça commence à être OpenAI dépense chez Microsoft 13 milliards de dollars en 2024 et effectivement la facture risque d'augmenter à 28 milliards d'ici 2028. Angie, un point de vue là-dessus? Ouais, on en avait un peu parlé hein, sur la bataille des chevaliers. Tu sais, quand Altman était parti d'OpenAI, que Satya avait essayé de le récupérer, etc. Et je pense que si ça s'était fait, là, il y avait plus potentiellement, il y avait plus la vie d'OpenAI en tant qu'entité, indépendante.
Voilà, et que ça s'est pas fait. Je pense que Altman, il avait ce coup en tête de prendre son indépendance. Et comme disait Mehdi, en fait, il faut capitaliser sur tout le stack et descendre le plus bas possible jusqu'à la vis qui va tenir la caisse dans laquelle tu as tes serveurs, etc. Parce que c'est en ayant tout ce stack que la marge va être la plus forte et que OpenAI va sortir de ces ChatGPT, c'est mignon, c'est un GAFAM, nouvelle génération. Et d'ailleurs... Jusqu'à la fabrication de puces ? Jusqu'à la fabrication de puces, ouais, bien sûr. Je pense que ça en fait partie. Il y a des boîtes, il me semble que Altman a investi dans des boîtes en perso, qui sont des concurrents indirects de Nvidia, bien entendu. Il a aussi investi dans tout un tas de startups qui font de l'inference, tu vois, il a même investi dans la fusion nucléaire. Il va même jusqu'à la production d'énergie. Hein. Après, il a des investissements un peu partout, mais je pense que dans son idée, pour avoir un rôle complet sur l'AI, il faut vraiment posséder toute la valeur et il faut aller s'associer avec des gens qui ont les fonds pour investir en dehors de leur périmètre qui est établi comme Microsoft, parce que Microsoft, ils vont dire oui, on va vous mettre 20 milliards, mais par contre, il faut aller sur le B2B, il faut aller sur telle et telle application, il faut tourner sur nos clouds, etc. Donc, je pense qu'il a un coup de génie. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que OpenAI, à mon avis, va bouffer Perplexity, Anthropic, toutes les boîtes qui n'ont pas cette capacité. Parce que eux auront l'infrastructure que les autres n'auront pas. Bien sûr. C'est ça. Et puis, je pense même pas que les CEO, ils jouent, Altman, il joue en 4D chess. Il a un coup d'avance, en fait. Ça se sent dans ce qu'il fait. Il fait ses déclarations. Il va nous nourrir avec la roadmap de ChatGPT, mais lui, il est en train de négocier le 50 milliards. Avec il joue aux échecs, il joue pas au poker, c'est ça. Et en termes de nombre d'utilisateurs, la progression, elle est colossale. Hein. Ça, c'est de la folie. En janvier 2025, 370 millions d'utilisateurs hebdomadaires, weekly. Voilà. Et en février, ils sont passés à 400 millions, là. C'est les derniers chiffres que j'ai. Il y a déjà une hausse de 8% en quelques semaines. Donc, ils ont une demande qui est explosive. D'ailleurs, leur chiffre d'affaires, il y a eu beaucoup de questions sur Mistral pour savoir combien de chiffre d'affaires ils font. Ils font rien comme chiffre d'affaires. Enfin, c'est déjà très très bien. Ils font 30-40 millions, c'est merveilleux. Mais ChatGPT, c'est 4 milliards, presque 3 milliards 7 en 2024. Prévision pour 2025, 12 milliards 7 de prévision de revenus. 12 milliards 7. Ils veulent tripler leurs revenus. D'ailleurs, au passage, en 2024, le fameux SoftBank représenterait 30% du revenu d'OpenAI, apparemment. Non, pardon, excuse-moi. Et un tiers de la croissance du chiffre d'affaires d'OpenAI, pardon, c'est pas pareil, c'est pas un tiers du revenu, c'est un tiers de la croissance de ce chiffre d'affaires provient en fait de SoftBank, qui apparemment utilise massivement ChatGPT à travers toutes ces entreprises. Parce que SoftBank, c'est pas simplement, c'est une pléiade en fait d'entreprises. Donc le growth en termes de revenus est énorme. Hein. Ouais, mais c'est une guerre nucléaire. Et là, c'est l'accès à l'eau lourde. C'est l'accès à ce qui permettra de faire la prochaine génération de bombes, tu vois, la bombe H de l'IA, l'AGI potentiellement. Ça me fait tellement chier d'entendre cette comparaison avec le Manhattan Project de l'IA. D'abord, je pense il faudrait le comparer au pétrole, je pense. Ouais, ça fait. En fait, quand vous dites ça, les mecs, vous faites peur aux gens. Ouais, en fait, on fait peur aux gens quand on parle de l'arme nucléaire, quoi. Mais le nucléaire, ça a amené la paix. Le nucléaire, ça a amené la paix depuis 70 ans. Vous vous rendez pas compte, le nucléaire, c'est toute la paix. Oui, mais c'est la paix. Bah, vaut mieux la guerre. Je rappelle qu'on est dans un pays avec beaucoup de mers verts. Je les appelle les Khmer verts. C'est-à-dire que quand tu parles du nucléaire aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour l'environnement, des trucs comme ça, et qui considèrent pas que l'intelligence artificielle soit un allié non plus de l'environnement. Donc, c'est une métaphore historique, et je parle d'accès à la ressource. Je suis d'accord. C'est-à-dire que je dis pas que ce soit con. En termes d'accès, si tu l'as pas, tu fais rien et tu gagneras pas la prochaine bataille. Donc après, ça peut être le métal si tu veux, ça peut être le fer, ce que tu veux, mais j'ai pas de métaphore où le fer a été je pense que le pétrole, c'est l'énergie en fait. C'est pour ça que tu vois autant les fonds Qatari, Dubaï. Ouais, c'est leur nouvelle or noire. Et d'Arabie Saoudite être aussi présent dessus, parce qu'ils savent que c'est, tu vois, genre ils ont racheté toutes les terres en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Et là ils disent il faut qu'on soit dans cette future guerre, parce qu'en fait ça va être le service de l'intelligence va dépasser tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc tu vas avoir des boîtes, tu vois, OpenAI valorisé 1 trilliard dans 18 mois peut-être.
Ils doublent, ils triplent leur valo actuelle. Enfin, voilà, ça montre l'ampleur du truc. Et je pense que le pétrole, c'est une meilleure allégorie parce que ça montre en fait à quel point ça va être utilisé par tout le monde, alors que Monsieur Tout le Monde n'utilise pas le nucléaire dans sa cuisine, quoi. Ah bon? Moi, je pense que Monsieur Tout le Monde utilise le nucléaire dans sa cuisine, hein, et surtout en France. Mais il le sait pas. Il le sait pas. Oui, mais il veut pas le savoir. Il préfère fermer une centrale. Tu vois. Par contre, la Renault 21, elle, il sait qu'il va mettre du gasoil. Ah ouais, c'est du pétrole. La Renault 21 Nevada. Ouais. GTS Nevada. Est-ce qu'il y en a encore qui on a parlé de Ratatouille, on a parlé de la Renault 21 Nevada. On est vraiment une émission de boomer totale, de Gen X. Je sais pas ce que tu fous là, NJ. Mais c'est toi qui nous as parlé de la Renault 21 quand même. J'ai 39 ans bientôt, mois prochain. Ça fait mal. Hein. Et en fait, j'arrête après, parce que après je me dis c'est 40 et tout, c'est la merde. Carl Jung disait c'est le début de la vie, 40 ans. Mais bien sûr, moi j'ai une théorie là-dessus. La vie de 35 à 50, c'est de la merde totale. C'est la pire. C'est ta pire vie que tu peux avoir. Tu sais pas professionnellement, tu es en train de te construire, tu sais pas si tu vas y arriver. Tu t'es maqué. Là aussi, c'est pareil. Tu te dis merde, est-ce que je me suis bien maqué ou pas? Putain, t'as les mômes qui arrivent. Tu dors plus. Tu es encore en train de rembourser tes emprunts. T'en as pris pour 20 ans à la fois dans tes emprunts et puis tes gamins aussi. Et tu vois pas la fin du tunnel. C'est horrible. 35. Et puis arrive 50 ans, tout se simplifie, s'allège. T'as l'impression de redevenir ado avec une carte bleue cette fois. Et une carte bleue qui marche. Tu fais un podcast. Et tu fais un podcast. Ah, c'est bon. Tu fais un podcast comme moi. Arrive 50 ans avec Léa et NJ va arriver à 50 ans en guerre nucléaire. Ouais, pas pareil. Pas pareil. Hold my beer. Autre ambiance. Hold my avocado. Bon les gars, qu'est-ce que c'est bien de parler avec vous. Je vous adore. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur YouTube. On vous lit, on vous écoute, on vous regarde. Et merci de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais sortir là, ou je sais pas si au moment où cette émission sortira, est-ce qu'elle sera sortie ou est-ce qu'elle va sortir, le Off the Record avec Luc Julia, qui est un monument. Sincèrement, il y a une perle toutes les 3 minutes. Le gars est en forme, il est en grande forme, et il y va pas avec le dos de la cuillère. Il a pas sa langue dans sa poche. Le Luc, donc je vous invite véritablement à aller regarder. Ça vaut le détour. En tout cas, merci de nous écouter. Merci de faire de Silicon Carnet cette émission que j'adore et qu'on adore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Allez, hasta luego, amigos. Pensez à vous abonner, bordel. Qu'est-ce que vous foutez? Abonnez-vous, cliquez là. Allez, bye bye. Ciao, ciao.